Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire BGE Club animé par notre partenaire DPO. J'espère que toutes vos questions trouveront réponse. Et Raphaël, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Estelle, donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Raphaël. Ah, ça coupe un peu. Allô, allô, on m'entend bien? Ouais, là. Ah, super. Donc, je disais que pendant 6 ans, j'ai été avocat dans un jargon qu'on appelle l'IP-IT Data, donc propriété intellectuelle, nouvelles technologies et ce qui nous intéresse aujourd'hui, données personnelles. Moi, j'ai commencé dans l'ancienne réglementation, c'est-à-dire la loi informatique et liberté. Et puis après, évidemment, je suis entré comme tout le monde dans le RGPD. Et donc, ça fait maintenant, depuis l'entrée en vigueur, que je fais du RGPD. Et je suis maintenant cofondateur de la société DPO, qui est donc une structure qui vise à rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple le RGPD. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Et donc, effectivement, merci beaucoup à BGE Paris de nous permettre donc de faire ce webinaire. L'objectif étant effectivement de répondre à vos questions. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas faire de thème en particulier, puisqu'en fait, le RGPD, il y a des gens qui ont des questions RH, donc, qui ont des questions prospection commerciale, d'autres qui ont des questions sur le RGPD tout court. Et donc, on trouvait intéressant de faire une session où c'est vous qui animez, c'est vous qui posez les questions, et moi, je tenterai de répondre du mieux possible à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, maintenant, c'est à vous. Voilà, parce que sinon, je peux aussi faire une brève introduction du RGPD, mais l'objectif, n'oubliez pas, c'est que vous posiez vos questions. Vous avez certainement des questions pratiques, soit dans le cadre d'une création de structure, soit dans le cadre de votre activité au quotidien. L'objectif, c'est vraiment que vous nous posiez ces questions, que je puisse répondre aux questions que vous avez au quotidien sur le sujet, puisque je suis sûr que vous en avez beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que il y a déjà des premières questions? Soyez pas timide. Je vais commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer par une question simple. Alors moi, je m'adresse à des potentiels clients. Oui. J'ai récupéré une base de données d'un confrère, on va dire, quelqu'un avec qui je travaille. Il m'a refilé sa base de données. Je voulais savoir si je pouvais l'utiliser dans le cadre d'un mailing et quelle vigilance je devais apporter par rapport à cette communication, s'il devait y en avoir une. Très clair. Merci beaucoup, Gaëtan. Donc, effectivement, question relative en fait à la prospection commerciale. La question d'abord, ce que je vous demanderai, donc je vais faire comme un médecin, je vais faire un diagnostic et puis après, je vais regarder et puis après, je vous dirai comment on fait. La question que je me pose d'abord, c'est est-ce que vous êtes en B2B ou en B2C, ou les deux? B2B. B2B, eh ben, c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà, je m'explique. La prospection commerciale, pour que tout le monde comprenne bien, donc effectivement, tout le monde peut-être connaît ici le principe du consentement préalable, c'est-à-dire que normalement, le principe, c'est que si je veux faire de la prospection commerciale, je rassure Gaëtan, je vais répondre à votre question. C'est pour que tout le monde comprenne bien le cheminement et la logique. En prospection, donc la règle de prospection commerciale se divise d'abord en deux, effectivement, B2B, B2C. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes, si vous envoyez de la prospection commerciale, et Gaëtan, vous allez voir, ça va vous arriver, vous aurez le droit d'utiliser cette base. Après, on va voir sous quelles micro-conditions, il y a quelques conditions, mais vous avez le droit dans le principe de l'utiliser en B2B. Et beaucoup de gens vont vous dire, mais pourquoi vous m'envoyez de la prospection? Je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais donné mon consentement préalable. Ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, on voit, puisque évidemment, nous-mêmes, on fait de la prospection. Et donc, on nous dit qu'on ne fait pas bien du RGPD parce qu'on ferait ça. Bon. La réalité, c'est que en prospection commerciale, le consentement préalable, il n'existe réellement qu'en B2C. L'article, si ça intéresse certains de lire un article assez horrible à lire, c'est l'article L34-5
du code, des posts et des communications électroniques. Oui, c'est un peu long, mais je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez pour que vous puissiez le voir. C'est toujours intéressant de le mettre, de le connaître, parce que comme ça, quand on nous embête et qu'on nous dit qu'on ne fait pas bien les choses, il suffit juste de renvoyer le prospect vers ce texte, et souvent, ça fait effet. Bref, ce que je veux dire, c'est que la prospection commerciale, le consentement préalable ne s'applique que en B2C, et même en B2C, il y a des exceptions. Je vais les dire après, mais d'abord que je réponde bien à Gaëtan. En B2B, donc, le principe, c'est qu'en fait, la prospection commerciale, vous pouvez en faire assez librement. D'accord ? C'est-à-dire que typiquement, nous, on fait nous-mêmes nos bases, par exemple. On va aller sur LinkedIn, on va regarder des prospects qui semblent être dans notre cible. On va regarder, les contacter directement, faire notre base de données et les contacter directement. On a le droit, parce que le consentement préalable n'existe pas. Les deux seules règles à respecter en B2B, c'est d'abord que quand vous prospectez quelqu'un, il faut que ça soit une personne intéressée, évidemment, qui soit vraiment une cible de votre activité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus faire de l'automation n'importe comment et envoyer, par exemple, nous, on fait, limite du RGPD, j'ai envie de dire que ça s'applique un peu à tout, mais prenons un autre exemple. Prenons, je vais trouver, laissez-moi une petite seconde. Imaginons, je suis une entreprise de santé et je vais contacter des boulangers. Et je vais aller prendre des bases de données boulangers, je vais tous les prospecter. Évidemment, là, on comprend tous que, ça n'a pas de sens. Et donc, comme ça n'a pas de sens, déjà, ça ne sert à rien de le faire, mais en plus, c'est évidemment pas interdit. Donc, la règle en B2B, c'est que j'ai le droit de faire de la prospection sans consentement préalable à partir du moment où c'est une personne qui est habilitée à la recevoir. Donc, ça veut aussi dire à la fois boîte, mais à la fois aussi personne au sein d'une boîte. Donc, ça veut dire que, par exemple, là où nous, ça marche, par exemple, comme exemple, RGPD, ça peut intéresser énormément de types de boîtes, même pour le coup, un boulanger, potentiellement, imaginons. Mais en revanche, ça va peut-être intéresser le dirigeant, ça ne va peut-être pas intéresser la personne de l'accueil, ça ne la concerne pas, le RGPD. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment uniquement une question d'habilitation en B2B, c'est que je dois m'assurer que j'envoie bien une personne qui va être concernée par le sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le consentement préalable, il n'est pas requis en B2B. OK. Par contre, il y a quelque chose qui est obligatoire tout le temps. C'est donc le consentement préalable, entre guillemets, on appelle ça l'opt-in, pour ceux qui connaissent. C'est le terme un peu jargon qui fait un peu cool. Ce qui est obligatoire, c'est non pas l'opt-in, là, c'est l'opt-out. Je m'explique. Quand vous recevez un mail, vous avez toujours une mention en dessous qui dit « vous avez le droit de vous désinscrire ». C'est ça l'opt-out. C'est-à-dire que donc, vous avez le droit d'envoyer, concrètement, vous avez le droit d'envoyer cette base à des personnes qui seront dans votre cible, à condition que vous leur permettez de se désabonner ou se désinscrire de votre mailing list à tout moment, simplement et facilement. D'accord ? Et aussi à condition que vous informiez bien les personnes que vous avez prospectées sur les... en fait, il faut normalement, donner l'opt-out, mais aussi donner quelques informations par rapport à vos traitements. C'est-à-dire, si vous avez normalement, vous devez avoir une politique de confidentialité relative à votre activité, et vous mettez un lien vers votre politique de confidentialité dans le footer, en fait, en disant, nous traitons vos données dans le cadre de la prospection. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, vous avez le droit de vous désabonner. Et pour plus d'informations sur la manière dont on traite votre traitement et pourquoi, cliquez ici, par exemple. Et là où je veux revenir, c'est qu'il faut informer, il faut que les personnes puissent être informées, donc avoir accès à votre politique de confidentialité. Ça, c'est un point important, et un point qu'on oublie souvent, c'est que quand on fait de la prospection indirecte, c'est-à-dire que je ne connais pas les personnes, ce n'est pas elles qui sont venues, on m'a donné, par exemple, j'ai recueilli moi-même, ou alors on m'a donné une base, il faut donner la source. Alors, je vous rassure, je vois que Gaëtan en fait des grands yeux, je vous rassure, évidemment, ça sent l'usine à gaz. Parce que, en fait, des sources, peut en avoir 1000. On est tout à fait d'accord. Le RGPD ne nous dit pas qu'il faut donner exactement la source de exactement ce traitement. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'un jour, la CNIL nous dira qu'on ne fait pas les choses bien, mais bon, ça m'étonnerait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met
une description dans laquelle on dit que nous avons obtenu leurs informations, soit parce qu'elles étaient publiques, via des réseaux sociaux, LinkedIn et compagnie, soit parce qu'ils se sont inscrits à notre newsletter. En fait, on doit avoir 3-4 sources différentes. C'est forcément l'une de celles-là, on les met dedans, et sincèrement, je pense que c'est déjà suffisamment précis. Donc voilà, en gros, concrètement, juste un point important, Gaëtan, c'est que si demain, quelqu'un vous dit, ça va forcément arriver, vous allez envoyer de la prospection, on va vous dire « je ne suis pas content, désinscrivez-moi ». Vous n'êtes pas obligé de leur envoyer une confirmation que vous les désinscrivez. Hein. La seule obligation que vous avez, c'est de les désinscrire. Et ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est important pour vous, c'est de démontrer que vous l'avez désinscrit. Donc, en fait, on va vous dire « supprimez cette base ». Vous allez entendre ça partout, « supprimez-moi de votre base ». Tout le monde va vous dire ça. Surtout pas supprimer, en fait. Parce que si vous supprimez, vous ne pouvez plus respecter l'opt-out. Ils peuvent revenir. Et ils peuvent revenir, et puis vous ne pouvez pas démontrer que vous faites bien les choses. Donc, toujours avoir, nous, par exemple, on a dans notre CRM, on a une base opt-out. Le client, il dit opt-out, hop, ça va dans la base d'opt-out. Et puis, comme ça, on aura la preuve. Et ça, vous pouvez le garder au moins 5 ans. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Marie, je vais vous donner la parole et juste après, je ferai une parce que là, j'ai parlé de la prospection B2B et je pense que ça intéressera peut-être certains de la prospection B2C, peut-être. Hein. Est-ce qu'après Marie, des personnes pourront lever la main pour dire s'il y a du B2C? Pardon, tout de suite, hein, d'ailleurs. Ok, merci Nicole. Après, je réponds à Marie puisqu'elle a levé la main il y a un petit moment. Et puis après, je vous laisserai la main et puis je ferai une petite description de la réglementation B2C. À vous, Marie. Alors moi, j'avais des questions en B2C principalement. Mais du coup, je rebondis sur la question de Gaëtan, parce que j'avais cru comprendre, en fait, d'après le RGPD, on devait faire une distinction en B2B selon que, pour une question de données personnelles, c'est-à-dire que, par exemple, si j'envoie un email à marketing@société.com, là, je ne peux pas identifier la personne. Si j'envoie un email à monsieur Dupont@servicemarketing-société.com, là, par contre, la personne est identifiable. Et j'avais cru comprendre que dans ce cas-là, en fait, on était soumis aux mêmes contraintes que lorsqu'on était en B2C, c'est-à-dire qu'on devait avoir l'accord de la personne. Alors, c'est pour ça que là, je suis un peu déstabilisée par rapport à la réponse, savoir ce que je dois faire. Écoutez, j'ai envie de dire, vous pouvez me croire sur parole ou regarder ce qui se dit sur la CNIL. En fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que ce que vous dites, c'est vous parlez d'adresse générique. Et ça, c'est important, cette adresse générique, pour que tout le monde comprenne, c'est contact@société.com. Et en fait, ça, c'est pas qu'on a le droit ou pas le droit de faire de la prospection. C'est qu'une adresse générique n'est pas une donnée personnelle. N'étant pas une donnée personnelle, le RGPD ne s'applique pas. Déjà. Voilà, là, on est d'accord. Oui. Non, mais c'est ça m'a compris. Ça, si vous voulez, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, c'est sûr, c'est même pas du RGPD. Donc, d'ailleurs, vous avez le droit. En fait, je vais même vous dire quelque chose. Normalement, si vous recevez demain une demande d'opposition dans une adresse générique, ça n'a pas de sens parce que l'adresse générique n'est pas soumise au RGPD. Donc, vous n'avez même pas à respecter ces droits-là pour l'adresse générique. Donc, ça, c'est un premier point. Ça veut dire que normalement, dans l'absolu, vous avez le droit d'envoyer de la prospection commerciale ad vitam aeternam à des génériques. On ne peut pas vous imposer. Évidemment, la pratique, ce n'est pas le cas. Mais juridiquement, il n'y a pas de problème. Et après, écoutez, oui, j'ai envie de dire que vous avez la même idée que beaucoup de gens qui se trompent. Je ne peux pas dire autre chose. La prospection commerciale B2B, il n'y a pas de problème. Vous avez tout à fait le droit d'envoyer de la prospection commerciale si on respecte les conditions que je vous ai dites. La prospection B2C, c'est que l'opt-in n'est que en B2C. Et d'ailleurs, contrairement à même ce que pensent beaucoup de gens, il n'est en B2C, mais que pour certains éléments, pas pour tout. C'est-à-dire qu'il n'est que pour email, SMS. C'est tout. Voie postale, par exemple, voie postale, vous recevez bien plein de moi, je reçois plein de demandes de prospection commerciale de la part d'associations dans ma boîte à lettres à mon nom, parce qu'il n'y a pas d'opt-in. Le téléphone, pareil. Je ferai une bémol avec Blocktel tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas inscrit sur Blocktel,
C'est bien pour ça que plus personne n'a de fixe aujourd'hui, hein, de toute façon, parce qu'on passe tout le temps à vous harceler au téléphone pour vous proposer des assurances habitation. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'opt-in. Donc, l'opt-in n'est que, et je le répète, je le signe de mon sang, hein, si vous voulez, n'est que B2C. Et ce qui est intéressant, Marie, parce que vous avez tout à fait raison, il y a même certains praticiens qui pensent le contraire. Mais même dans la fiche de la CNIL, ils le disent noir sur blanc. Donc, il n'y a même pas de débat. D'accord. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est carrément une bonne nouvelle, mais j'ai envie de dire encore heureux, parce que vous imaginez, ce n'était pas le cas. Vous détruisez l'économie française. Hein. S'il y a de l'opt-in en B2B, il n'y a plus d'économie française. Je ne vois même pas comment on peut faire de la prospection commerciale et comment on peut vivre. Sincèrement, nous, on a de la chance, les choses, enfin, on a réussi à avoir une belle croissance, mais sans prospection commerciale, comment aurions pu nous rencontrer les clients? Impossible. En plus, avec le Covid, où il y a les salons qui sont fermés, c'est impossible de chez impossible. Vous supprimez la prospection commerciale B2B, c'est le marché entier qui s'effondre. Donc, c'est évidemment pas possible. Par contre, je vous dirais un point qui est important, c'est que le texte, l'article L34-5, ne parle ni de consommateur, ni de B2B, ni de B2C. Il ne fait pas de différence. Ça, c'est juste, le texte ne le fait pas. C'est la CNIL qui l'a fait. D'accord. C'est la CNIL qui a dit, en B2B, il n'y a pas de problème à partir du moment où on respecte ces règles-là. Et parce que même la CNIL, qui est l'ayatollah du RGPD, n'a pas le choix de respecter ça. Parce que, comme je vous le dis, elle détruirait l'économie. Elle ne peut pas le faire. D'accord. Alors, en fait, je reviens à mes questions principales, parce que là, j'ai rebondi. Allez-y, je vous en prie, bien sûr. C'est au niveau… moi, je travaille sur les deux, B2B, B2C. Donc, en B2C, bon, j'utilise un autorépondeur, comme ça, je peux effectivement stocker les consentements, éventuellement… Pour le moment, je n'ai pas eu de demande de désinscription, mais ça viendra bien un jour. Donc, la question que je me posais, parce que pour moi, bon, donc j'ai un formulaire de contact, hein, sur lequel les personnes donc, cochent la case comme quoi elles acceptent, et je mets une définition, une description précise du type d'informations qu'elles sont à même de recevoir de ma part. Et donc, de mon point de vue, voilà, je pensais qu'il était que, faisant ça, pouvant apporter la preuve que la personne avait bien consenti à recevoir de l'information de ma part, je n'étais pas obligée de faire un double opt-in. Or, j'ai entendu dire qu'il fallait quand même faire le double opt-in. Alors, qu'en est-il? Déjà, le double opt-in n'existe pas en France. Si, moi, si vous voulez, sur mon autorépondeur, j'ai des possibilités de le faire. Ah non, mais que vous ayez la possibilité, la fonctionnalité de le faire, c'est possible. Juridiquement, le double opt-in n'existe pas en France. Donc, ce que je fais quand je fais du simple opt-in, ça m'arrive d'en faire du double d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Quand je fais du simple opt-in, je suis dans les clous. Alors oui, vous êtes même plus royaliste que le roi. Je m'explique. Pareil, ça ne va pas vous plaire, hein, parce que vous allez dire que je vous dis n'importe quoi. Je suis désolé, hein, mais… non, au contraire, moi, je suis là pour apprendre. Voilà. Non. Non, mais parce que comment dire, vous savez, les avocats il y en a beaucoup qui pensent qu'on est des filous. En tout cas, on sait bien lire entre les lignes, et donc on arrive à un peu adapter les règles. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dit l'article L34-5 pour le coup, mot pour mot? Il dit si vous avez déjà bénéficié d'un service ou d'une prestation de service ou d'un produit auprès d'une personne, cette personne a le droit de vous envoyer de la prospection commerciale sans votre consentement préalable. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va me voir et qu'on me demande on me demande notamment un rendez-vous, des informations ou quoi, je rappelle la personne et compagnie pour pouvoir avoir des informations sur le service. En fait, j'ai déjà bénéficié d'un service. D'accord? Et donc en fait, dans l'absolu, l'opt-in peut sauter. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, si vous voulez, quand quelqu'un vient sur mon site internet, remplit ses coordonnées, là, je n'ai pas préalablement rencontré la personne. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai mon simple opt-in avec ma case à cocher, donc j'ai la source du contact. Donc là, normalement, je n'ai pas besoin du double opt-in, et par contre, ce que je fais est direct. Alors, ce que vous faites est très bien, il n'y a pas de problème, et le double opt-in, sincèrement, n'existe qu'en Allemagne, enfin, de connaissance. Je crois qu'en Angleterre, il n'y a pas de double opt-in aussi. En Allemagne, par contre, il y a du double opt-in, oui, mais pas en France. Voilà, donc, en fait, vous verrez… vous voyez déjà beaucoup, je pense, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances dans le domaine.
Et quand vous faites de la prospection commerciale, vous allez avoir beaucoup de gens qui vous disent c'est comme ci, c'est comme ça. Comme je le disais très bien à Gaëtan tout à l'heure, nous-mêmes, on reçoit plein de mails assez agressifs disant qu'est-ce que c'est que ça, comment vous pouvez m'envoyer de la prospection commerciale, etc. Bon, il suffit qu'on leur envoie la fiche de la CNIL, évidemment, ça fait son effet. Mais ce que je veux dire, c'est que la règle est ce que je viens de vous dire. Voilà, il n'y a pas de double opt-in. On peut vous le dire mordicus, moi, qu'on me le démontre, qu'on me donne un texte, je serais prêt à l'accepter. Jamais vu. Moi, si vous voulez, le double opt-in, je n'en voyais pas je ne comprenais pas qu'il puisse être obligatoire, puisque ce que demande, je ne suis pas juriste, mais ce que j'avais cru comprendre de ce que demandait le RGPD, c'était que si c'était un particulier, j'ai besoin d'avoir le consentement de la personne. À partir du moment où elle m'a coché la case, normalement, j'ai le consentement. Alors, ce que vous dites est juste, mais il y a aussi un point qui est important que tout le monde sache, c'est qu'en fait, la réglementation sur la prospection commerciale, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est normal, hein, chacun son métier, hein, ce n'est pas le RGPD. D'accord? L'article dont je vous parle, l'article L34-5, je ne dis pas que ce n'est pas lié, hein, mais c'est évidemment lié. Mais en fait, la réglementation en France liée à la prospection commerciale, c'est l'article L34-5 du CPCE, donc comme je vous ai dit, et ça, c'est une directive de 2002. C'est juste qu'en fait, le RGPD a renforcé, les sanctions si on ne respecte pas ce genre de réglementation, et deux, a renforcé aussi effectivement le consentement préalable. Le consentement a été renforcé par le RGPD. Donc maintenant, on s'en préoccupe parce que maintenant, il y a plus de sanctions. Et en réalité, la règle, l'opt-in, opt-out, c'est 2002. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est pour que tout le monde sache. Je connais l'article, donc je vais aller le chercher. Donc, c'est dans le code. Attendez, je vais vous le marquer dans le. Est-ce qu'il y a le. Discussion. Je vais vous mettre dedans. Hop. C'est code poste et des communications électroniques. Une dernière question, enfin une deuxième et dernière. Et puis après, ça sera Hélène et après Anne. La CNIL avait dit qu'il y avait même eu une jurisprudence comme quoi on ne pouvait plus, que si on utilisait Google Analytics, on n'était pas dans les clous. Donc, est-ce que vous confirmez ça? Et si oui, est-ce que vous savez si un logiciel comme Matomo, par exemple, permet et lui conforme aux exigences du RGPD? Alors oui, mauvaise nouvelle. Ça, effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est pour être parfaitement précis. En Autriche, il y a vraiment la CNIL qui a pour le coup vraiment pris des décisions spécifiques Google Analytics. En France, ce n'est pas exactement ça, mais ça revient au même. Et en France, ce qui s'est passé, c'est que la CNIL a communiqué comme ça, elle a sorti de son chapeau du jour au lendemain, elle a communiqué le fait qu'elle avait mis en demeure une centaine de sociétés qui utilisaient Google Analytics, qu'elle considère désormais comme effectivement non conforme au RGPD, puisque, comme vous le savez peut-être, le RGPD interdit les transferts en dehors de l'Union européenne. Google Analytics, les serveurs de Google Analytics sont aux États-Unis. C'est quoi le problème? C'est que non seulement c'est interdit, il peut y avoir des encadrements possibles, mais Google, à cause du gouvernement américain qui est très sécuritaire et qui peut, en fait, c'est pas ça, mais plutôt qu'il y a une loi sécuritaire qui permet de récupérer les données auprès de. En gros, le gouvernement américain peut aller voir une entreprise américaine et lui dire « Je veux que vous me passiez ces données » et Google ne peut rien faire. D'accord ? Et nous, on ne le saura pas, on n'en saura rien. Et donc, pour ces conditions-là, l'Union européenne a considéré, je ne refais pas toute l'histoire, mais en gros, ce qui fait que les transferts vers les États-Unis, sauf cas particuliers, sont normalement censés être interdits. Donc, effectivement, Google Analytics est aujourd'hui interdit en France, puisqu'en fait, c'est ça votre question. Oui, c'est ce que j'avais lu, effectivement. Google Analytics, voilà. Ils avaient été voir des développeurs de sites Internet en leur disant que… En fait, ils sont allés voir des En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une association de lutte de protection des données personnelles qui a attaqué des structures et la CNIL s'en est mêlée et a confirmé en mettant en demeure, comme je le dis, une centaine de structures. Elles ont un mois pour se mettre en conformité là-dessus et pour supprimer Google Analytics. Alors, je vous dis pas tous les problèmes que ça peut poser, je ne veux pas vous faire peur, donc je vais pas vous dire tous les autres problèmes au-delà de Google Analytics, parce que la CNIL n'est pas très claire sur ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, si Google Analytics n'est pas bien, ça veut dire que tous les outils américains ne sont pas bien. Et vous imaginez bien, je pense qu'on a tous des outils américains, donc en gros, je ne sais pas comment on ferait. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, aujourd'hui, Google Analytics est effectivement interdit. Ça veut dire qu'on n'a normalement pas le droit de l'utiliser. La CNIL ne donne aucun
délai. Hein. Elle nous dit juste, vous n'avez plus le droit. Bon, est-ce qu'on a le droit on a le temps pour se mettre? Ben non, voilà, il faudrait qu'on se mette en conformité demain, alors que Google Analytics, c'est quand même très puissant, c'est quand même difficilement remplaçable. Donc, la question sur Matomo, je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai que des échos de mes clients qui me disent que Matomo, c'est quand même très bien. Effectivement, que c'est quand même bien, que c'est quand même. C'est sûrement. Alors, ils connaissent certainement pas toutes les alternatives, mais ils me disent que c'est quand même vraiment bien, même si c'est pas du Google Analytics, c'est quand même pas mal. Moi, non, on n'a pas encore essayé. Pour être parfaitement transparent, là-dessus, on n'est pas bon. On n'a pas encore fait la bascule vers un autre outil. Donc, personnellement, je n'ai pas eu, comment dire, à part l'écho de mes clients qui me disent que c'est bien, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Voilà. Par contre, on est dans les clous avec. Avec Matomo, on est plus que dans les clous parce qu'en fait, il faut savoir juste, et après, donc, je donnerai la parole à d'autres, à Hélène et Anne, mais c'est que les cookies statistiques, donc vous utilisez un outil de cookies statistiques. Donc, il peut y avoir Google Analytics, Matomo ou d'autres. Et en fait, il y a deux catégories de cookies statistiques. Il y a ceux pour lesquels vous devez recueillir le consentement justement au début via le bono cookies du visiteur, et ceux qui ne nécessitent pas de demander le consentement. Et Matomo, non seulement est considéré comme parfaitement légal, et donc en conformité avec le RGPD, mais en plus, si vous utilisez Matomo, vous n'avez pas besoin de recueillir le consentement préalable de vos clients, visiteurs, pardon. Et donc, ça veut dire concrètement que vous ne perdez pas d'éléments de statistiques, pour le coup. Donc, c'est quand même intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir, je t'en prie. Et c'est au tour d'Hélène. Oui, j'ai juste une petite question par rapport au B2C, on va dire. Je sais que si les clients vont sur mon site internet, je peux faire de la prospection à partir du moment où ils cochent quelle case en fait. Même s'ils ne cochent pas la newsletter, je sais qu'il y a un moyen de la prospection. En fait, la newsletter, déjà, je vais vous donner une micro-astuce. Newsletter, si vous avez une newsletter sur votre site? Non, je n'ai pas de site pour l'instant. D'accord. Notamment, si vous avez une newsletter, c'est un bon moyen pour faire, en gros, dans le jargon Startup Nation, on appelle ça les call to action. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez le mettre sur votre site plein d'éléments pour justement que les visiteurs vous demandent de les rappeler ou vous donnent leurs données et leur consentement pour que vous puissiez les contacter. D'accord. Mais j'avais entendu qu'il y avait autre chose qu'ils pouvaient cocher sans que ce soit la newsletter. Alors, je vais y venir. C'est d'abord, en fait, par exemple, sur la newsletter, juste une petite astuce, si vous en avez une, c'est qu'en fait, beaucoup de gens il y a soit des gens qui mettent rien, soit des gens qui, en dessous de la newsletter, vont mettre une case à cocher, justement. Ah, d'accord, c'est à ça que ça sert. Non, mais ça, ne mettez pas la case à cocher, justement. Ce qui est important, c'est d'avoir une action positive de la part de l'utilisateur. Si vous dites juste, dans le cas d'une newsletter, il faut bien une action positive, il faut que la personne s'abonne. Donc, elle appuie sur s'abonner. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous mettez à côté, en cliquant sur abonner, vous acceptez 2, elle a bien accepté 2 en cliquant sur s'abonner. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un bouton supplémentaire. Ah oui, c'est toujours ça qui est quand même gagné. Ça, c'est un petit point qui est intéressant. Ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez plein d'autres moyens, les contacts, les formulaires de contact. Vous avez, ça dépend de votre activité, mais par exemple, vous pouvez faire des démos. Nous, par exemple, voilà, on peut dire, on va vous faire une démo, on vous fait un audit. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dire, faites un audit de notre site, de votre site gratuit. Faites une démo, peu importe. Proposer un service, quoi. Ouais. Vous proposez un service. Et à partir de là, vous n'avez même pas besoin… par exemple, imaginons, vous dites demandez une démo. C'est une démo, vous n'avez même pas besoin de mettre la case à cocher. Parce qu'à partir du moment où ils ont demandé la démo, ils ont bénéficié d'un service. Et l'article L33-5 vous dit que dès lors qu'on a bénéficié d'un service, la structure qui a fourni le service peut vous envoyer de la prospection commerciale sans opt-in. D'accord, oui, c'est ça. Mais par contre, c'est pas bien de dire aux gens qu'ils peuvent commander que s'ils ont créé un compte, par exemple. Ça bloque beaucoup, ça. Alors ça, c'est pas un sujet RGPD. Ça, c'est une question effectivement plutôt de marketing digital.
D'accord. Et Et s'ils c'est le créent un RGPD compte, c'est sûr. vous empêche pas de le faire, Non, mais par contre, s'ils créent un compte, on a le droit de les prospecter ou pas? bien sûr. Tout à fait. Demain, vous créez un compte chez Amazon. Vous avez bien bénéficié d'un service, même si vous achetez rien. Vous avez bénéficié d'un service, d'être sur le marketplace, vous achetez rien, vous êtes dessus. Ben, vous avez le droit de recevoir d'envoyer de la prospection commerciale. Pas de problème là-dessus. Par contre, ne précochez pas. Ouais. Ah bah, je me suis fait avoir aujourd'hui, j'ai coché à Amazon Prime sans le faire exprès, j'ai halluciné. Voir comment c'était fait parce que vraiment, il faut faire hyper gaffe, quoi. Sinon, j'avais juste une petite question. Ouais, quand on démarche des sociétés et qu'on n'a pas de structure encore ou qu'on est freelance, alors c'est pas, ça s'appelle comment? C'est pas du B2C, c'est pas du B2B? Ah bah, ça dépend de votre activité. Vous vendez quoi? Euh, quand on démarche, ah oui, j'ai démarché euh, des, des sociétés, des agents d'acteurs Mhm. parce que je voulais vendre du personal stylist, c'est styliste personnel pour les acteurs. Et j'ai démarché, mais vraiment sans me poser de questions. Bah, c'est du B2B. B2C, ça veut dire business to consumer. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir des consommateurs. Des D'accord, donc c'est consommateurs. du B2B, même si moi, je ne suis pas en société, quoi. C'est ouais. Alors, bah, en fait, aujourd'hui, vous êtes en freelance, c'est ça? Oui, mais je n'avais pas de structure à l'époque. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, demain, vous en aurez une si la structure Ouais. fonctionne. Et en fait, le D'accord. principe, c'est que vous allez, comment dire, on peut être une société unipersonnelle, on peut être un freelance. En fait, vous n'êtes pas un consommateur. Vous êtes une structure euh, qui se confond avec sa structure avec sa structure individuelle, c'est vrai, mais vous restez quand même en fait dans le cadre de votre activité, non pas un consommateur, mais une société. Donc vous êtes bien en B2B. D'accord. Ok. Et dernière question, vous avez parlé d'adresses génériques tout à l'heure en Oui. disant qu'avec les adresses génériques, c'était pas possible ou c'était possible, je ne sais plus quoi. Et c'est quoi l'adresse générique en fait? Une adresse générique, en fait, le RGPD, il s'applique, la protection des données ne s'applique que pour des données personnelles. Et une donnée d'une société n'est pas une donnée personnelle. Le RIB d'une société n'est pas une donnée personnelle. D'accord? Et donc, une adresse générique ou un numéro de téléphone d'une société, et pas d'une personne, n'est pas une donnée personnelle. Et donc, le RGPD ne s'applique pas. Comme je vous le disais, par exemple, notre boîte, elle s'appelle DPO, vous le voyez là. Et ben, si vous faites contact@dpo.com, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Ça peut être n'importe qui de la structure. Donc, c'est bien une donnée qui est générique, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, vous envoyez sur raphaël@dpo.com, on m'identifie, on sait que c'est moi, c'est une donnée personnelle, le RGPD s'applique. Ah, mais si j'envoie à contact, c'est le nom de la société. Bah, le RGPD ne s'applique pas normalement. Néanmoins, il y a une différence là entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que s'il y avait un problème demain et que vous alliez en contentieux, évidemment qu'au tribunal, en cours de cassation, vous gagnez. Mais je pense que vous n'avez pas envie d'aller en cours de cassation pour avoir continué à prospecter en contact. Je m'explique, la CNIL est la première instance en termes de données personnelles. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un problème, ils sont jugés partis. Il faut quand même se rendre compte de ça. Et enfin quasiment ils sont pas partis, mais bon presque. Et donc en fait, s'ils ont décidé qu'ils avaient raison, bah, ils auront raison, même si juridiquement ils ont tort. Et donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que ne vous amusez pas par respecter le RGPD pour les adresses contact. Si vous recevez une demande de désinscription d'une adresse contact, vous supprimez quand même l'adresse. Ça sert à rien, parce que, comme je vous le disais, voilà, ça sert à rien de vous embêter et d'après leur dire, mais juridiquement, oui. Le truc, c'est qu'on pourra toujours aller devant la cour d'appel ou la cour de cassation pour démontrer ça, mais ça vous fait 10 ans de contentieux pour pas grand-chose. Ouais. Même si juridiquement, c'est sûr qu'ils perdent, mais c'est sûr qu'ils perdent, mais bon, je crois que ça vaut pas le coup. À vous, Claire. Anne-Claire, pardon. Oui, c'est Anne-Claire. Merci déjà pour tous ces éléments qui ont apporté pas mal de réponses à mes questions. Moi, je viens avec un sujet B2B. Je reviens sur ça. Pour ma part, en fait, je suis parmi mes missions. En fait, je travaille pour des agences d'architecture. Je suis consultante pour ces agences que j'accompagne dans différents volets. Et l'un des volets, c'est la prospection commerciale pour ces agences-là. Et donc, du coup, je suis amenée à partager avec eux des tableaux de bases de données où j'identifie des acteurs clés que je contacte pour eux ou que
j'invite à contacter. Alors, je veille pour l'instant à donner uniquement les noms, fonctions et les sociétés concernées avec les liens LinkedIn. Je voulais déjà savoir si là, je restais dans les clous de fonctionner comme ça. Aucun problème. Oui, bon, ça c'est bien. Après, j'entends qu'il y a plus de subtilité sur les mails professionnels et les numéros de téléphone professionnels. Est-ce que… Aucun problème non plus. La seule subtilité à savoir, c'est que, attention avec les portables. Oui, c'est ça. Oui, Voilà, parce qu'en fait, un portable, ben, vous ne savez jamais si c'est du pro ou du perso. Et si vous tombez sur le perso, là, c'est pas bien du tout. Ok. Donc, portable, jamais de la vie, quoi. Sauf si vous êtes D'accord. sûr que c'est un pro. D'accord. Et du coup, justement, une adresse pro type raphaël@dipo.fr, j'ai le droit de partager cette information-là. Aucun problème, déjà parce qu'il y a de Très bien. grandes chances qu'elle soit entre guillemets publique, Oui. peut-être sur le site, etc. Et ensuite, en fait, le RGPD, il n'interdit pas de transférer des données, hein. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens pensent. Oui. Beaucoup de gens disent « Ah, ben, on m'a demandé telle donnée, je n'ai pas le droit de l'envoyer ». C'est pas forcément vrai. La question, c'est que si j'ai un compte, si je suis dans le cadre d'un service, j'ai besoin de transférer des informations, j'ai besoin de me transférer, point final. Évidemment, je ne vais pas transférer une base de données à quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam et lui envoyer plein de données. Mais transférer des données personnelles, qui plus est, en plus en B2B, c'était le cas de Gaëtan, on lui a transféré une base de données, aucun sujet. Ok. Aucun sujet RGPD. Bon, Il y aurait un ça- sujet RGPD dans le sens inverse, enfin plutôt dans le sens uniquement, si là on était justement encore une fois en B2C, je m'explique. Oui. Dans le cas de Gaëtan, je parle, c'est que si on était en B2C, il aurait fallu vérifier que la personne qui a… parce que pour pouvoir transférer j'ai le droit, par exemple, pour le coup, il faut vraiment avoir le consentement préalable pour constituer une base et l'envoyer à quelqu'un. Il faut demander l'accord. Vous savez, vous allez sur les sites, il y a écrit « Est-ce que vous acceptez que j'envoie à des partenaire ?» Donc, ça veut dire que la personne qui a constitué cette base, elle a bien recueilli le consentement des gens qui voulaient bien envoyer des partenaires. Et donc, la différence, c'est qu'il faut s'assurer que la base que je reçois a bien été constituée de manière clean. D'accord, mais là, vous me parlez du B2C. Mais là, c'est en B2C. En B2B, Ouais. B2B, on a le droit de m'envoyer la base, il n'y a aucun sujet. Ok, très bien. Et j'ai noté, là, vous précisiez justement tout à l'heure qu'il fallait juste une obligation de désinscription, de notification de la possibilité d'être désinscrit. Ça ne s'applique pas au LinkedIn, du coup, aux réseaux sociaux? Non, mais LinkedIn, c'est différent parce que LinkedIn, en fait, c'est presque une conversation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous lancez une conversation, une discussion avec les personnes. Donc, en fait, on n'est pas dans le cadre réellement de la prospection, même si c'est… Bon, je vous dis ça, c'est l'explication que je trouve pour ne pas faire parce que personne n'applique d'opt-out avec LinkedIn parce qu'il peut vous bloquer. Oui. En fait, il a déjà les moyens de le faire. Donc, en fait, l'opt-out, il est par essence déjà dans la solution. Et en plus, normalement, on engage une discussion à partir du moment où la personne va bien. Donc, il n'y a pas de problématique sur LinkedIn. Effectivement, non, on pourrait, mais le problème ne se pose pas sur LinkedIn. D'accord. Pas aujourd'hui, en tout cas. Il pourrait se poser peut-être dans 10 ans, mais pas aujourd'hui. Donc, je retiens toutefois de le faire pour tout mail adressé à des professionnels. Exactement. Par contre, la possibilité de se désinscrire. Possibilité de se désinscrire et juste, excusez-moi, et informer quand même les personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut, en plus de désinscrire, en fait, les 3/4 des gens ne mettent pas de mention et c'est pas bien. Il faut dire, comme je vous l'ai dit, la source. En fait, l'article 14 du RGPD donne plein d'éléments qu'il faut donner dans le cadre d'une communication indirecte, donc en gros de la prospection commerciale. Et comme je l'ai dit, il faut donner la source, mais pas que. Il faut donner toutes les informations qui sont demandées dans le RGPD. D'accord. Et donc ça passe par votre politique de confidentialité. Nous, ce qu'on fait, comme je dis, on a un petit paragraphe dans lequel on donne les quelques informations spécifiques vraiment à la prospection, comme le fait qu'ils peuvent se désabonner, comme le fait qu'il y a que les sources, ça peut être ça. Et pour plus d'informations, allez voir notre politique, on met le lien et puis ils cliquent. C'est leur problème. Ils avaient l'information. D'accord. Parce que sinon, ça ferait un pavé comme ça. Hein, ça ne peut pas marcher. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas très charmant là. C'est ça, exactement. Et juste pour la désinscription, on peut se contenter de communiquer l'adresse qui l'indique en retour ou il faut un lien spécifique? Enfin, je ne connais pas la technique. Comme vous voulez. D'accord, mais soit vous avez un outil effectivement où il y a le lien direct et ils peuvent faire de unsubscribe, soit vous dites stop à tel mail. Franchement, ça, dès lors qu'on permet de se désinscrire. Ok. Vous disiez en gros de les garder quand même dans la base de données, mais de les sortir comme quoi ils sont bien désinscrits, mais de garder cette trace-là comme quoi vous avez bien reçu le mail et pris en compte cette désinscription. Tout à fait, parce que si vous ne le faites pas, si vous respectez le RGPD, mais que vous ne le démontrez pas,
et que demain vous avez un problème, ben, vous êtes mal. Ok. Et il y a non seulement ce problème-là, et puis en plus, en fait, comment respecter l'opt-out si vous savez pas à qui vous avez plus le droit de le faire? Impossible. Ouais, tout à fait. Très Voilà. bien, je vous remercie pour ces Je vous en prie, précisions. avec plaisir. Euh, Allez-y, Hélène. J'ai juste une question à propos des transferts de données. Oui. Si on a deux structures, mettons une en France et une aux États-Unis, et que c'est la même personne qui gère les deux, du coup, ça peut être intéressant d'avoir une base de données internationale. Et on ne vend pas les données, on les transfère, donc c'est possible. Alors là, c'est un autre sujet. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, les transferts hors UE sont interdits. Et oui, mais il y a des exceptions. Donc, c'est un peu bizarre de ne pas pouvoir avoir une base de données internationale, quoi. Non, parce que, comment dire, comme je dis, il y a des exceptions. États-Unis, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous devez avoir ce qui s'appelle des clauses contractuelles standards. C'est des clauses rédigées par la Commission européenne qui visent à régir les relations entre deux structures qui sont situées, enfin, entre une structure située au sein de l'Union européenne et une structure qui n'est pas située au sein de l'Union européenne. D'accord? Donc, c'est-à-dire que États-Unis, vous devez, si vous transférez, sauf, alors, il y a une micro-subtilité. Si vous envoyez une base de données qu'une fois par an ou une fois tous les 6 mois, c'est vraiment très ponctuel, il n'y a pas de contrat. Ce contrat-là, c'est quand il y a des transferts quotidiens, hein, bien sûr. D'accord? S'il y a des transferts quotidiens, par exemple, dans le cadre d'une relation commerciale, oui, là, il faut des clauses contractuelles standards. D'accord? Et ça, c'est pour certains pays, enfin, non, plutôt, c'est pour quasiment tous les pays du monde, sauf genre 10 pays où l'Union européenne a signé des accords pour pouvoir transférer des données tranquillement. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose à en parler. Donc, toutes les sociétés, mettons dans le textile, qui ont des succursales partout, ils ne transfèrent pas leurs données pour être plus tranquilles. Ah si, elles transfèrent leurs données, elles ne sont pas en conformité certainement et elles commencent à se faire taper sur les doigts. Mais par exemple, encore une fois, la société qui a attaqué pour Google Analytics, elle a attaqué aussi une centaine de sociétés, notamment du CAC 40, qui continuent à transférer des données en dehors de l'Union européenne sans respecter les règles. Donc, elles vont se faire là, c'est en cours, elles vont se faire condamner dans pas trop longtemps, je pense. Voilà. En fait, pour ne pas transférer les données, il faut écrire à ces contacts-là de la France et écrire aux contacts aux USA des États-Unis. Je ne dis pas que vous n'avez pas… Ça dépend, en fait, ça dépend de l'acteur. C'est très délicat parce qu'on ne peut pas vérifier si l'adresse mail elle est française ou… vous savez, mais de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, si vous communiquez dans le cadre du travail, il ne faut pas confondre. Si vous communiquez avec quelqu'un par mail, oui, là, vous n'avez pas besoin de consentement préalable. De toute façon, vous êtes dans la question que c'est ponctuel. C'est plutôt dans le cadre d'une relation commerciale. Par exemple, imaginons, dans le cadre de ma relation commerciale, j'utilise un outil comme Google Analytics dont les serveurs sont situés au sein de l'Union européenne. Donc, il y a bien des transferts constants entre l'Union européenne et les États-Unis. Et en plus, les données sont hébergées là-bas. Bon, voilà, il n'y a pas de sujet. Il y a bien des transferts dehors de l'Union européenne, c'est interdit, sauf s'ils les encadrent. Et voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a… C'était jusqu'à quelle heure, Estelle? Je ne me souviens plus. Normalement, on avait mis 40 minutes. Donc là, c'est fini, là? Après… Non, écoutez, est-ce qu'il reste une question? Il y a juste une question dans le chat. Oui. Les références de l'article que vous deviez publier ne sont pas… Vous ne les voyez pas? Non. Alors, je ferais peut-être que je les envoie qu'à… Ah, parce que je les envoie qu'à… J'envoie pas à tout le monde, c'est pour ça. Ah oui. Ok. J'ai envoyé à François qui les recevait plusieurs fois, il ne devait pas comprendre. Hop. C'est bon. Hop. Voilà. Si on peut savoir ce que vous faites comme, en tant que juriste? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, on est les plus forts. Pas que les RG. Non, alors nous, ce qu'on fait, on fait du RGPD d'abord. À 95% du RGPD.
En gros, nous, le principe, c'est que le RGPD, normalement, c'est très compliqué, c'est très lourd, c'est très embêtant. Personne n'aime ça, alors que c'est fondamental et que c'est bien pour tout le monde. Et ça coûte normalement très cher. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est essayer de simplifier les choses. Donc, avec nous, j'ai envie de dire que c'est presque très sympa, le RGPD. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Je pense qu'on est assez content. On accompagne plus de 60 structures, dont BGE Paris, qui, je crois, sont contents, dont, voilà, dont le groupe L'Express, dont RATP Dev. Voilà, on a des startups, on a des PME, on a des grands comptes. Donc voilà, et on essaye de faire ça plutôt simplement, donc comme je vous l'ai dit. Et pourquoi je vous dis que c'est 95%, c'est parce que tous nos clients commencent à nous demander, donc ça, c'est un peu le scoop, Estelle, je ne vous l'ai pas dit encore, parce que c'est tout récent et ce n'est pas encore implémenté, mais c'est un teasing. C'est qu'en fait, beaucoup de nos clients nous disent, est-ce que vous ne pouvez pas faire du DPO pour contrat aussi? On s'est posé la question, on s'est dit, bon, finalement, pourquoi pas? Donc, on va bientôt certainement lancer aussi notre même système qui est, en fait, nous, on utilise beaucoup d'automatisation, beaucoup de génération, mais de documents. Mais en fait, le client voit toujours l'être humain, c'est toujours nous. Il y a toujours un expert qui est là. Nous, on a des outils en interne qui permettent d'aller très vite, qui permettent de générer des documents et de tout ce qui est superflu d'aller très vite. Et après, il y a l'expert qui gagne juste du temps sur ce qui est important. Ce qui fait que ça permet pour tout le monde d'avoir des documents hyper, je pense, plutôt bons et très simplement. Et donc, en fait, on va faire la même chose en contrat, bientôt CGU, CGV, mention légale. Et Voilà, qu'est-ce que vous pensez des logiciels des sociétés qui développent des logiciels pour les RGPD? Alors, je vais vous dire mon avis. Mais là, il ne faudrait pas filmer. J'en connais qu'une, hein, mais il y en a plusieurs, je crois. Non, en fait, ça sert strictement à rien. Voilà, je vais être parfaitement clair. À quoi ça sert? Vous voyez un fichier Excel? Ouais. Et si vous avez un fichier Excel, vous le remplissez, c'est pareil. Sauf que là, il sera tout joli en numérique. En fait, les logiciels RGPD qui existent aujourd'hui sont des logiciels qui vous permettent… En fait, il y a un truc dans le RGPD qui s'appelle le registre des traitements. Le registre, c'est l'une des choses les moins importantes du RGPD, mais dont beaucoup de gens font une montagne. Le registre, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi? C'est qu'un inventaire fichier Excel de vos traitements. Ça sert à une seule chose, c'est que si la CNIL vient chez vous, elle va vous demander « Ok, donnez-moi votre inventaire pour savoir où regarder ». Ça ne sert qu'à ça. Donc, vous avez un beau registre, mais vous êtes nul derrière, vous faites massacrer. Vous avez très bon partout, vous n'avez pas le plus beau des registres, pas bien grave. D'accord? Et donc, ces logiciels-là ne vendent qu'un outil en ligne qui vous permet, non pas qui fait le registre pour vous, mais qui vous permet, vous, de faire un registre, non pas en Excel, mais en numérique. Voilà, c'est à ça que ça sert. En gros, ça ne sert pas à grand-chose. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand j'étais le dernier dossier que j'ai eu avant de quitter mon cabinet de cofonder DPO, c'était justement l'une de ces structures-là, parce qu'effectivement, il y en a plein. L'un de nos clients, c'était le groupe Beaumanoir, donc ceux qui font Morgan, etc. Donc un gros groupe. Et ils avaient pris l'un de ces outils-là. Et en fait, après, ils nous payaient 2 000 € par jour pour venir à Saint-Malo, parce qu'ils sont à Saint-Malo, pour le remplir à leur place. Voilà, pour vous dire, voilà, et nous, on est confrontés forcément à des gens qui nous posent la question comme vous. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie de dire qu'à chaque fois, ils viennent chez nous. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est comme si je vous disais, prenez un logiciel comptable alors que vous n'êtes pas comptable. Ce logiciel, c'est un logiciel fait pour des spécialistes, pour qu'ils puissent proposer pour qu'eux, ils puissent, au lieu d'avoir un fichier Excel, avoir un beau truc bien structuré. Mais faut être un spécialiste. En fait, il serait bien pour vous, le logiciel, alors. Le truc, c'est que nous, on a fait notre propre truc, donc ça ne nous sert à rien. Mais normalement, oui. Normalement, on est leur cible. Vous avez raison. Normalement, c'est nous leur cible, ce n'est pas vous. Voilà, parce que pour finir, vous allez payer, par exemple, pour cet outil, sauf qu'il ne vous dit pas si vous êtes bon ou pas bon. Par exemple, vous allez remplir un registre. Si vous êtes complètement à côté de la plaque, il ne vous le dira pas. Et ce qu'il y a même écrit dans les CGV, c'est que c'est vous le responsable, ce n'est pas lui. Donc, vous allez payer si vous n'êtes pas bon, et vous le serez forcément parce que ce n'est pas votre métier. La CNIL un jour va arriver, vous allez avoir un problème. Vous aurez payé je ne sais combien pour rien. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, mais j'essaye d'être… Enfin, je pense être assez sincère là-dessus, hein, sincèrement. Ça sert à rien. Voilà, c'est un peu des arnaques. Oula, j'ai fait un blanc total. Parce qu'il y a peut-être des gens qui l'avaient, et c'est pour ça qu'il y avait ces outils qui se disent mince. Voilà. Mais, non, c'est clair, c'est pour les grosses boîtes.
Mais même nous, comme je vous dis, on a des énormes structures, et ce pas ça. Après, non, après c'est mon avis. Voilà, mon avis, c'est que ça sert pas à Les grand-chose. petites structures, elles ne peuvent pas se permettre de toute façon, je ne pense pas. Mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, elles vont payer pour rien, comme je vous l'ai dit. Ouais. Elles ne savent pas faire, donc elles ne savent pas faire. Si des personnes ont encore des questions, moi, ce que je propose, c'est peut-être, je vais vous mettre mon mail. Là. Hop. Vous pouvez m'envoyer. Hop. Par exemple, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, vous recevrez de la prospection après. Non, je plaisante. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez envie d'avoir des informations sur évidemment les meilleurs DPE du monde, n'hésitez pas. Évidemment, vous l'avez vu en plus, on a beaucoup d'humilité, on est très bien. Et donc, n'hésitez pas. Et si aussi on fait aussi des audits gratuits donc de votre site web, parce que ça vous permet d'avoir un avis. Je m'explique. Le site web, si vous avez encore une minute, le site web, c'est la vision. Ça donne une bonne vision de votre niveau de conformité. Pourquoi ? Parce que le site web, c'est la partie immergée de l'iceberg. Le RGPD, il y a plein de choses. Il y a ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est le site web. Et donc, en fait, si votre niveau de conformité du site web n'est pas bon, c'est-à-dire forcément sur le reste, vous n'êtes pas bon. Et ça marche à 100% des cas. Donc, si vous voulez aussi qu'on vous audite gratuitement votre site web, on fait un audit flash, on vous explique ce qui ne va pas, ce qui est bien. Et ça permet comme ça d'avoir une bonne vision de votre niveau de conformité, de savoir aussi de mieux comprendre les problématiques et ce dont on parle. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas pour tout ça, ça sera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Estelle. Merci à vous pour le temps que vous offrez à nos entrepreneurs. Avec plaisir. Vous savez que j'apprécie toujours faire ce genre d'exercice. Bon, dans ce cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au prochain événement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.